heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de l'an 2023 de votre émission Dites-nous la vérité qui a sa deuxième saison. Merci de nous rejoindre. L'année 2023 est une année électorale. Alors le processus électoral est-il irréversible? Est-ce que le processus, est-ce qu'on est encore à même de parler un consensus par rapport à ce processus déjà enclenché? Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission qui a le plaisir de recevoir pour cette première émission de l'année Yves Kissombe. Bonjour et bienvenue. Merci Élisée Odia, bonjour. On abordera d'autres sujets d'actualité, notamment la sécurité dans la partie est du pays, le bilan de l'actuel régime ou l'actuel chef de l'État. On essaiera de parler de tout cela et bien entendu de votre regroupement politique parce que vous êtes vice-président du regroupement Le Centre, vice-ministre honoraire, député de la première législature 2006-2011. On parlera aussi quand même de l'Assemblée nationale parce que beaucoup semblent comparer cette troisième législature de la Troisième République à la première législature quand même à laquelle vous faisiez partie. On parlera de tout ça, mais également on reviendra également sur la problématique même du vivre ensemble ici dans notre pays. Absolument. Alors on commence déjà par le fait que vous soyez non seulement vice-président du regroupement politique Le Centre, non seulement vice-ministre honoraire en charge des affaires étrangères, non seulement un ex-député, c'est vrai que ça fait un peu trop, et vous ajoutez à tout cela le fait que vous soyez désormais président du sursaut patriotique. C'est quoi tout ça? C'est l'engagement, Élisée Odia. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. C'est un honneur de passer avec la grande dame de la presse que vous êtes, Élisée Odia, et vous êtes la succession des Sakombi Bakonzo, des Chantal Kanimbo et autres. Vous êtes cette nouvelle génération et des jeunes sœurs, pour ce qui est de vous les femmes, vous suivent et demain vous prennent déjà en exemple et vous prendront en exemple pour ce grand et passionnant métier de journaliste. Donc merci, c'est un honneur. J'ai toujours dit que c'était vous qui faisiez les hommes politiques. Sans la presse, nous n'existons pas. Donc c'est un honneur. L'engagement fait que je sois président du sursaut patriotique, mouvement anti-sous-développement. Parce que le défi du Congo, pour que nous allions tous mieux, pour que ce pays se porte mieux, c'est la lutte contre le sous-développement politique, écologique, économique et social, institutionnel, mental. C'est le sous-développement. Beaucoup de choses, beaucoup de maux dont nous souffrons traduisent ce sous-développement. Et donc, depuis toujours, j'ai prôné des valeurs républicaines, etc. Je continue à les prôner aujourd'hui. Ceux qui hier étaient dans l'opposition sont confrontés aujourd'hui à l'importance de ces valeurs une fois au pouvoir. Quand je dis par exemple que le président de la République n'est pas qu'un adversaire politique, c'est d'abord le président de tous les Congolais. Je le disais de Joseph Kabila, mais on ne le comprenait pas parce que l'opposition extrémiste, comme aujourd'hui, c'est juste l'inversion des rôles, mais l'opposition extrémiste reste d'application dans notre pays. Et donc, je suis aussi, après avoir quitté le PPRD il y a plus d'un an maintenant, je suis vice-président du regroupement politique Le Centre, qui existe depuis 2017, et que j'ai aidé Germain Kambinga et les autres à construire aussi. J'ai participé, j'étais l'avocat de ce regroupement au départ, et nous avons cheminé ensemble jusqu'à ce que je saisisse l'opportunité de faire en sorte que nous décidions nous-mêmes, Élisée Odia, des options politiques majeures. Donc nous continuons à faire de la politique, ce n'était plus possible dans le format, parce que les choses évoluent dans la vie. On va reparler de votre regroupement politique, Le Centre, qu'on a toujours du mal. Moi, je beau avoir fait plusieurs émissions avec le président de ce regroupement. Ouais. Beaucoup n'arrivent, même moi, j'arrive pas à mieux situer quand même Le Centre. On en reparlera encore, oui. Mais on reste avec ce sursaut patriotique. Président du sursaut patriotique, parce qu'on est en déclin du patriotisme ou ça n'existe plus? Absolument. Le patriotisme est en déclin et à certains sujets et à certains endroits, il n'existe même plus. Le tribalisme a ressurgi depuis quelques années dans notre pays. La division... Depuis quand vous parlez de quelques années? Ça n'existait pas
quand vous étiez aux affaires et que ça existe maintenant? Il y a une résurgence. Ce n'est pas que ça n'existait pas. Il y avait des velléités tribalistes avant, sous Mobutu. Mobutu a combattu le tribalisme, il nous a laissé l'unité nationale. Kabila le père, Kabila le fils sont des nationalistes. Félix Tshisekedi, c'est un nationaliste, c'est un patriote. On se perd un peu dans des concepts. Non, le patriotisme, est-ce la même chose que le tribalisme ou le nationalisme? Justement, on est dans plusieurs concepts quand même. Oui, c'est parce que ce sont des synonymes à certains égards dans notre contexte. Le patriotisme, c'est l'amour du pays, tout simplement. Et on l'a vu dernièrement. Absolument. Avec la guerre, la situation dans la partie Voilà, tout le monde soutient les FARDC, tout le monde. Mais maintenant, les politiques, eux, peuvent parfois faire reculer les impératifs patriotiques au profit des impératifs purement politiciens. C'est la réalité dans notre pays. On préfère que les FARDC échouent. Hier, c'était sous Joseph Kabila qu'on préférait que les FARDC échouent, il faut le dire. On le sait. Et aujourd'hui, ceux qui étaient pourtant dans ce patriotisme sincère, mais au pouvoir, tombent dans le même travers, pour certains en tout cas, que les anciens opposants aujourd'hui au pouvoir. Donc les rôles sont inversés, et donc il y a nécessité d'un rappel au sursaut patriotique, parce que c'est le patriotisme qui sauvera ce pays, dans tous les domaines. Un journaliste qui fait bien son travail, c'est parce qu'il le fait avec patriotisme, avec objectivité, avec ainsi de suite. Le caméraman, les mécaniciens, les avocats, les infirmiers, tout le monde. Et un président de la République, il ne peut rien tout seul, c'est vrai hier comme aujourd'hui. Donc moi, tant qu'on aura cette vision étriquée de l'avenir du Congo, on restera dans le sous-développement, Élisée Odia. Donc il nous faut absolument nous mettre en situation de créer un élan collectif. Parce que pour le moment, l'élan collectif n'existe pas. Comment créer cet élan? Qui doit donner l'impulsion? Mais par la communication, par la sensibilité. Qui doit donner l'impulsion? Mais évidemment, chacun de nous, là où nous sommes, là où nous avons du leadership, et donc a fortiori, celui qui en a le premier la responsabilité, c'est le président de la République dans un pays. Et vous pensez qu'il n'en fait pas assez quand vous parlez aujourd'hui du patriotisme? Oui. On a essayé un peu de parler actuellement du tribalisme. Vous avez l'impression que rien ne fait pour essayer de recréer, on le disait dans tout le début de cette émission, de recréer ce vivre ensemble qui Non, je ne peux pas dire que rien n'est fait, parce qu'un président de la République, comme nous avons travaillé avec Joseph Kabila sur le plan politique et institutionnel, un président, il veut que ça marche. C'est la même chose pour Fachi. Mais seulement, d'abord, il n'est pas parfait, aujourd'hui comme hier. Deux, il n'est pas capable de tout. Il a besoin aussi d'être bien conseillé. Mais ce n'est pas ce qu'ils nous disent quand ils battent campagne. Hein. Oui. Quand ils battent campagne, quand ils font leur propagande, enfin j'allais dire propagande, ils nous disent, ils nous promettent des merveilles. C'est aussi ça, on les prend au mot. C'est toujours comme ça. Mais l'action vous met face à la réalité. Et le président Tshisekedi a déjà eu à plusieurs reprises à exprimer très modestement le fait qu'il reconnaissait, n'est-ce pas, qu'aux affaires, il y a des réalités, notamment sur le plan sécuritaire, dont on ne se rendait pas compte en étant dans l'opposition. Ceci dit, je pense qu'il peut faire plus en tant que président de tous les Congolais. Il peut faire plus. Comme quoi, par exemple? Mais rappeler l'importance de l'unité nationale, l'importance de se consacrer tous aux efforts. Mais là, il le fait dans ses différents discours. Apparemment, ça ne marche pas. Non, mais vous savez, c'est la responsabilité. On ne dira jamais que c'est la faute du peuple. C'est la responsabilité du président de toujours appeler au sursaut patriotique, de toujours faire de la manière la plus indiscutable possible les efforts nécessaires dans ce sens-là. Il le fait parce qu'il est président, pas parce qu'on peut être ou non de son bord politique. Moi, en tant que citoyen congolais, je crois au président de la République de mon pays. Pourquoi? Parce qu'il y va de l'avenir de mon pays. Quel que soit ce président, demain, on aura peut-être un autre président. À part l'engagement politique partisan, il y a le devoir citoyen de croire au président de la République. Nous l'avons toujours dit, je l'ai dit à mes amis hier de l'UDPS, etc. Aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir, à tous les autres. Moi, le discours n'a pas changé. C'est ça la constance. La constance, ce n'est pas d'être enfermé dans un carcan, dans un parti politique. Non, la constance, c'est dans les idées.
Et ça, c'est très important. Même si personne ne vous a taxé d'inconstant, vous-même, vous vous justifiez déjà, comme si vous vous reprochiez de quelque chose. Non, parce que justement, effectivement, vous êtes perspicace. C'est vrai parce que parfois, on considère que le fait de changer de parti politique, c'est cela la définition. Non, ce qui est important dans la valeur de notre action, c'est de croire en des choses qui sont pérennes et aussi à des choses qui évoluent. Il faut évoluer. On ne peut pas juger les opportunités de 2023 comme on a jugé les opportunités de 2018, par exemple, sur le plan électoral. C'est pas possible. On va en parler. Voilà. Là, on parlait quand même de Yves Kissombe, président du sursaut patriotique, parce que... Le sursaut patriotique, qui est un concept qui m'est venu à moi en 2008, ça fait 15 ans, parce que j'ai été frappé par le patriotisme à l'époque de Joseph Kabila. Son centrisme déjà à l'époque, parce que c'est un grand centriste en réalité. C'est quelqu'un qui allie ses convictions dans un Congo solidaire, fort, mais avec l'ouverture au monde et l'ouverture aux autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut continuer à ça t'a pas empêché de le quitter? Non, je n'ai pas quitté. Là, on reparle maintenant de Kissombe, qui était dans le PPRD et qui est dans le Je n'ai pas quitté Joseph Kabila. Quelqu'un qui vous a inspiré autant? Je n'ai pas quitté Joseph Kabila parce que Joseph Kabila, ce sont des idées. Maintenant, face à ce que moi j'ai considéré comme un certain immobilisme du parti auquel j'étais, face au silence célèbre de Joseph Kabila, il nous faut bien continuer à faire de la politique parce que nous en avons encore l'ambition. Le silence, c'est un langage, non ? Non, mais justement, chacun apporte son regard. À un moment donné, le silence en politique n'est plus un langage, c'est une retraite. En politique, on ne peut pas s'exprimer tout le temps par le silence, je suis désolé. C'est un peu une bourde de la part de Joseph Kabila que de garder autant silence ou de rester aussi silencieux face à tout ce qui se passe au pays. Quand même. À mon sens, à certains égards, pas à tous les égards, hein, à certains égards, oui. Et tout comme je pense qu'on n'honore pas assez Joseph Kabila comme président, comme premier président honoraire vivant, libre dans son pays, on ne l'honore pas assez. Je pense que le raté de l'alternance sur le plan du climat politique, c'est quelque chose que j'espère avec le temps, on arrivera à... Parce que c'est du sous-développement. Joseph Kabila devrait être plus honoré. Ça fait d'ailleurs partie du patriotisme. Oui. Ça fait partie du patriotisme et du panafricanisme, parce que les jeunes aujourd'hui, ils savent qu'en RDC, il y a bientôt 5 ans, un homme de 47 ans a quitté le pouvoir de manière démocratique, là où des vieux se sont accrochés jusqu'à aujourd'hui. Non, il n'a pas non plus fait cela de gaieté de cœur. Hein. On se rappelle du 3e mandat, non, c'est vrai. Il avait dit qu'il allait respecter. Mais il y avait quand même des velléités, des tentatives de 3e mandat. Oui, c'est vrai. Il a été contraint, d'une manière ou d'une autre, à céder le pouvoir. C'est vrai, mais il y a aussi sa propre volonté de respecter la Constitution et de bien faire les choses, même si on a pu apprécier à un moment que c'était plutôt une nécessité qu'une opportunité simplement, etc. Mais il a aussi accepté la défaite de son dauphin. Et il a accepté que l'alternance se fasse. Il s'est rattrapé par la suite, au fait. Mais à certains égards, mieux vaut de toute façon toujours tard que jamais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est l'auteur de cette alternance démocratique dans notre pays. Et Félix Tshisekedi est le président de cette alternance, le premier président de cette alternance démocratique dans notre pays. Je pense qu'on a là des éléments qui peuvent permettre à ce pays, au départ, hein, on est en 2018, d'aller de l'avant. Mais malheureusement, le son impérialiste d'un certain discours a joué. On a séparé Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sur le plan politique avec le FCC-Cash, notamment par la faute des caciques du FCC, entre autres. Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter le président Tshisekedi. Ah. Et le président Kabila les a laissés faire et nous sommes allés droit au mur, malheureusement, parce qu'à un moment, et je sais de quoi je parle, donc le président Tshisekedi n'a pas été respecté comme il se devait à cause de l'égocentrisme de ces caciques dont je me suis aussi débarrassé, puisque vous savez que le centre a quitté aussi le FCC, puisque le FCC n'existe plus de fait. Vous parlez aujourd'hui de ce cacique au regard de la situation actuelle du pays. On peut déjà aborder la problématique du bilan de l'actuel chef de l'État. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous ne dites pas que ces caciques avaient... Est-ce qu'ils avaient raison ou tort? Non, ils avaient complètement tort, parce que les patriotes devaient ensemble
avec ce grand changement politique et institutionnel qu'était l'alternance, assurer une sorte de transition pour nos compatriotes, pour qu'ils s'habituent à ce rythme-là. Et on devait ensemble gouverner FCC-Cash de manière harmonieuse. Nous avions la majorité. Vous aviez des personnes qui voulaient tout gérer eux-mêmes et les Kassais se sont dit, ou le président Kabila a dit, pourquoi ne pas les laisser gérer seuls le pays pour voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Non, c'est clair que de chaque côté, il y a des extrémistes. Mais le président Tshisekedi et le président Kabila, comme autorité morale du FCC et du Cash, avaient les ressources pour équilibrer les choses et aller de l'avant. Mais malheureusement, c'est un échec collectif pour nous, Congolais. C'est un échec personnel pour chacun de nous. Mais rien n'est perdu. On peut toujours faire preuve de sursaut patriotique et aller de l'avant. C'est pour ça que nous, au centre, nous, au sursaut patriotique, nous avons un langage de développement, un langage positif. Nous ne pensons pas que pour être kabiliste, il faille insulter ou dénigrer tout ce que fait Félix Tshisekedi. Tout ce que fait Félix Tshisekedi et le gouvernement. Nous ne pensons pas qu'être tshisekédiste, pour ceux qui le sont, c'est dénigrer Moïse Katumbi aujourd'hui parce qu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'est un langage naïf. Donc, non, c'est pas naïf. Non, nous pensons vous savez que dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, dans la pratique, il y a moyen de rivaliser, il y a moyen de se combattre de manière quand même démocratique. Hein, voilà pourquoi on doit tirer des leçons de ce qui s'est passé. Je vous prends un exemple très concret. Nous avons déclaré Moïse Katumbi italien ici, nous de la majorité présidentielle à l'époque, en 2016. Par la suite, c'est le nouveau pouvoir, Félix Tshisekedi, en tête, qui a, j'allais dire, rendu à Moïse Katumbi sa congolité contestée. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que nous étions aussi dans des manœuvres politiciennes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut plus... Vous faites un mea culpa là. C'est pratiquement une émission mea culpa de Yves Kisombe. Ah, mais comment voulez-vous montrer aux jeunes générations que vous êtes capables de progresser sans leur apprendre à faire amende honorable, sans leur apprendre à faire un examen de conscience, à voir ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien? Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont en train de recopier, pour beaucoup, les défauts. Ils sont dans l'esprit de division. C'est pour ça que j'explique souvent que la jeunesse en soi ne suffit pas pour que le pays change. Donc vous êtes en train de nous dire que l'actuel régime est en train presque de reproduire les erreurs que vous aviez commises à l'époque? Bon, que je sache, à certains égards, oui, mais pour ce qui concerne, par exemple, les droits de chacun à compétir, à être candidat, etc., pour le moment, c'est plutôt respecté, en dehors de quelques failles. Et donc, je dis simplement que tous ceux qui veulent concourir à l'élection présidentielle, le centre estime qu'il ne faut plus de croc en jambe juridique et autres. Il faut laisser le peuple choisir. On va parler du processus électoral, mais je reviens au bilan de Félix Tshisekedi parce que pendant 2 ans, il y a eu la coalition FCC-Cash et le centre avait fait partie ou faisait partie quand même de... Donc vous avez eu à gérer le pays avec le Cash, l'actuel chef de l'État. Vous allez partager le bilan. Oui, de manière collective, hein, parce que évidemment les responsabilités, vous n'allez pas faire comme personnelles sont. Les responsabilités, j'allais dire individuelles, sont évidemment différentes parce que on n'était pas tous aux mêmes responsabilités, c'est clair. Mais le seul fait de faire partie du gouvernement, même comme vice-ministre ou ministre avec un seul poste, c'est partager la responsabilité. C'est ça qu'on apprend aux jeunes, le sens des responsabilités. 5 ans de gestion. Non, peut-être pas de 5 ans, mais du temps où vous avez gouverné. Je dis toujours que dans les pays de coalition, je le rappelle aux gens, dans les pays de coalition, on gouverne ensemble jusqu'au moment des élections et puis chacun reprend sa liberté. On n'est même pas obligé de quitter le gouvernement parce qu'on est candidat. Non, on conçoit ça comme ça. Ce qui fait le débat électoral, ce sont les propositions pour l'avenir. Il n'y a que l'opposition qui n'a pas géré avec vous, qui peut critiquer, j'allais dire,
votre action au gouvernement. Vous qui avez gouverné ensemble, vous faites des nouvelles propositions pour vous démarquer, mais aussi peut-être vous prenez votre liberté sur peut-être tel ou tel dossier que vous avez géré ensemble, mais vous n'étiez pas forcément d'accord, même si vous assumez la responsabilité. Donc on doit pouvoir faire ça parce que ce pays est un pays de coalition au pouvoir. Mais c'est un pays atypique où on a eu les opposants d'hier, dans le même mandat. Oui. On a eu les opposants d'hier devenir ou assurer les postes de gestion, et ceux qui étaient gestionnaires hier redevenir opposants. Et du coup, on se dit, mais comment le bilan va être partagé? C'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est vrai que c'est compliqué chez nous, mais il faut essayer de simplifier. Dans un premier temps, le responsable devant le peuple congolais de la gouvernance du pays s'appelle Félix Tshisekedi. Il brigue, comme nous le savons, un second mandat, il rendra compte à la population de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Maintenant, en termes de partage des responsabilités, il y a le FCC de Joseph Kabila pour les 2 premières années, et il y a du travail qui a été fait, il y a des choses moins bien et tout. Pendant ce temps, certains n'ont cessé de combattre, avec quelques soutiens impérialistes, n'ont cessé de combattre cette alliance, dont Moïse Katumbi, lui-même aujourd'hui de nouveau dans l'opposition, mais il a combattu le FCC Cash jusqu'à obtenir la tête de cette coalition, et de faire donc une nouvelle coalition avec Félix Tshisekedi, avec l'aide de Jean-Pierre Bemba et des autres, n'est-ce pas? Donc par la suite, la responsabilité est celle de Félix Tshisekedi, toujours avec son UDPS et les autres, mais l'union sacrée, donc Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, etc. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la maturité politique de Christian Mwando, par exemple, quand il explique que pour ce qui est de sa participation au gouvernement, il a ce devoir de réserve par rapport à ce qu'ils ont pu faire ensemble, s'il a des critiques, mais il est là aussi pour souligner ce qu'il a fait, lui, comme effort au plan, notamment avec la conception des 145 territoires à développer, etc. Donc voilà, ça c'est républicain. Et je salue au passage ce grand frère s'il me suit, parce que c'est républicain. Mais en même temps, par exemple, les amis de l'UDPS ont raison de dire que le bilan est forcément partagé, parce qu'au niveau de la gouvernance, ça c'est vrai, on ne peut pas... Donc on viendra, les prochaines élections, on aura Félix Tshisekedi qui viendra par exemple nous dire, au bout de 2 ans, on a fait ça avec le FCC Cash, au bout d'une année, on a fait ça avec... mais il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas changé, c'était lui. Pourquoi il n'endosse pas seul le bon et le mauvais côté de la gestion? Peut-être que... Parce que c'est le seul qui n'a peut-être pas changé. Peut-être que vous mettez, Élisée Odia, la charrue avant les bœufs, parce que peut-être qu'il le fera. Et je ne doute pas, parce que bon, nous connaissons le président Tshisekedi comme un homme plutôt sincère. Je pense qu'il n'hésitera pas à dire que voilà, c'est moi qui assume la responsabilité en tant que président de la République. Et on passera outre cette question de bilan, de partage ou pas de bilan. Oui, de tout ce qui a été fait de bien et de ce qui a été moins bien. Mais évidemment, il soutiendra que son bilan est positif, bien naturellement. Est-ce que selon vous, ce bilan est positif? Je pense que c'est toujours un peu réducteur de dire positif ou négatif. Mais puisqu'il faut répondre à cette question, je pense qu'il y a dans un bilan l'actif et le passif. On commence par l'actif. La situation économique de ce pays ne s'est pas dégradée de manière dangereuse, de manière incroyable, comme on l'aurait pu le voir. Parce que vous ne fréquentez pas les marchés de Kinshasa. Non, s'il vous plaît, entendons-nous bien. Vous savez, quand des gens arrivent pour la première fois au pouvoir, c'est le cas de beaucoup, notamment du président de la République lui-même, qui accède aux responsabilités, au sommet pour la première fois, après une très longue période d'opposition, des années, des dizaines d'années d'opposition. C'était pas garanti qu'on aurait aujourd'hui un franc stable, qu'on aurait des recettes qui augmentent, qu'on aurait un budget en augmentation conséquente, même si la politique minière du gouvernement, j'allais dire passée au sens large, de la gouvernance de Joseph Kabila a aidé avec le nouveau code minier, etc. C'est pas dit qu'avec une crise de Covid, la situation de ce pays sur le plan économique, c'est-à-dire le niveau d'activité, le niveau des recettes, la stabilité quand même malgré tout
de l'inflation, du taux de change, ça montre quand même qu'il y a une gouvernance qui n'est pas si catastrophique que ça. Au contraire, il y a des performances. Nicolas Kazadi est certainement l'un des meilleurs ministres des Finances de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté les recettes. C'est ça le but. C'est ça le but quand vous êtes ministre des Finances, c'est faire plus d'argent pour l'État. Et maintenant, le gouvernement doit faire une meilleure redistribution, une meilleure qualité de la dépense. Donc ça, c'est quelque chose. Qu'on met à l'actif. Qu'on met à l'actif. Quelle autre chose on peut mettre à l'actif du bilan de Mais la vie institutionnelle, d'une manière générale, dans un pays pauvre, certainement, le niveau de vie est très bas, mais ça, ce n'est pas nouveau. Le prochain président, sur les 5 prochaines années, ne va pas faire du Congo un pays développé, mais on peut prendre un élan. On peut quitter, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Par exemple, mettre fin réellement au détournement des fonds publics. Là, nous sommes déjà dans le passif ou dans Oui, d'accord, mais voilà, je disais, sur le plan économique, sur le plan institutionnel, vous avez une vie démocratique, institutionnelle plus ou moins normale. Le Congo n'est pas... Parce qu'il y a le Congo bashing, et ceux qui sont au pouvoir... Institutionnel avec ce qu'on a vécu au Parlement. Non, c'est vrai. Avec une coalition qui s'est rompue en plein mandat, je ne sais pas si on peut parler d'une réussite de ce côté-là. Je pense qu'il faut rester équilibré sur la question. C'est vrai que ce n'était pas dans les normes dans toute leur rigueur, mais il y a eu une manœuvre politique qui a abouti. Par le passé, nous étions assez spécialisés en manœuvre politique aussi. Donc je pense qu'à un moment... On doit arrêter mais pas de ce genre-là. Ah si, un renversement. Où une majorité se transformer en plein mandat. Non, on a dédoublé des partis politiques, on a bloqué des adversaires, mais ça, ce sont des manœuvres politiques, de la vie politique, c'est de la politique politicienne, ça fait partie de la dureté du monde politique. Mais le but, c'est que les choses se passent mieux pour les Congolais. Il y a des choses qui ont été bien faites, mais il y a encore des problèmes sur le plan institutionnel, sur le plan des libertés. Il y a une tendance à certains niveaux, au niveau local, au niveau provincial, à la répression. Ça, ce n'est pas bon. Hein, de la presse, des politiques. Non, ceux qui sont au pouvoir ont toujours été des défenseurs de la liberté. Et donc ça, c'est quand même à mettre à certains égards au passif. Il faut faire attention à cela, et ainsi de suite. Hein, on n'est pas là pour faire le bilan. J'ai donné des exemples pour dire que autant on dit que Kabila n'a rien fait pendant 18 ans, et que c'est totalement faux. Kabila a fait beaucoup de choses, à commencer par remettre ce Congo comme État sur pied. Il a fait beaucoup de choses, Joseph Kabila, mais il aurait pu faire plus. De la même manière, Félix Tshisekedi a fait un certain nombre de choses en 5 ans. On ne peut pas comparer les 5 ans en 18 ans parce que Kabila a forcément fait plus de choses. Faut pas mentir aux gens. Alors, ceux qui, en même temps, ne sont pas capables d'un peu d'objectivité, Élisée Odia, moi, on ne sera jamais d'accord avec eux. En 5 ans, c'est pas l'année électorale. Quand vous avez un débat entre, par exemple, un kabiliste et un tshisekédiste, le tshisekédiste va lui dire « vous n'avez rien fait en 18 ans ». Le kabiliste va lui répondre « mais vous, en 5 ans, c'est pire, vous n'avez absolument rien fait ». Alors que les deux affirmations sont fausses. Il y a des réalités plus nuancées dans un cas comme dans l'autre. Et c'est là où le centre intervient. Mais Absolument. si vous était demandé de donner, ça peut paraître prétentieux de notre part, mais de donner une note, peut-être c'est précipité et à la fois prétentieux, donner une note au président de la République, ça sera combien au regard de l'actif et du passif que vous venez de donner? Élisée Odia, j'ai 20 ans de vie politique. Je sais ce que c'est l'appareil d'État, je l'ai appris auprès de Jean-Pierre Bemba. Je sais ce que c'est gouverner. Je sais ce que c'est voter des lois, je sais ce que c'est de façon personnelle, mais aussi comme acteur politique dans les appareils politiques. Je n'ai été au gouvernement que 5 mois, mais je connais toutes ces choses-là comme acteur politique. Et donc, si je vous dis qu'on peut donner une mention satisfaction au président de la République, je pense que ce n'est pas excessif. Je ne dis pas distinction, je dis satisfaction. Donc, peut-être c'est combien satisfaction? 6, 7,5 sur 10 7, c'est déjà la distinction. C'est la note que Yves Kissombe donne à l'action, au bilan de Félix Tshisekedi. Il en sera ainsi, hein, avec les différents invités. On essaiera de leur poser la question pour qu'ils nous donnent la note qu'ils accorderaient à l'actuelle gouvernance, à l'actuel régime au pouvoir. On continue avec le processus électoral. Vous avez déjà obtenu votre carte de lecteur? Pas encore, mais j'incite tout le monde à le faire. Ici à Kinshasa, nous avons jusqu'au
au 23 janvier, mais moi, il se peut que je le fasse au Congo central, à Mbanza-Ngungu plutôt. Parce que vous serez candidat là-bas? Vous comptez être candidat là-bas? Oui, certainement, certainement. J'ai une mission là-bas, c'est celle de récupérer le premier siège de la circonscription de Lukunga. De Lukunga, vous voyez, ça c'est ma terre natale, de Mbanza-Ngungu, qui a longtemps été attribué avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur à mon père qui nous a quittés il y a 15 ans, qui est resté invaincu, imbattable à Mbanza-Ngungu de 1982 à 2006. Je pense qu'on peut lui faire honneur en étant candidat, mais aussi, moi-même, je suis un politique. Vous savez que les élections, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas qu'une question de rendre hommage et honneur, il faut faire vos preuves quand même. Absolument, absolument. Vous pouvez être certaine que j'ai l'ancrage, je suis en contact avec mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas encore en campagne électorale. Votre analyse sur le début de ce processus électoral, ou de ce processus d'enrôlement? Encore une fois, je vais parler en connaisseur, pardon pour la modestie. Nous avons été en contact avec la CENI, nous avons parlé avec le bureau de la CENI, nous avons examiné leurs dires et leurs faits et gestes, nous avons analysé à la loupe l'expertise de Denis Kadima comme président de la CENI. Et je pense que dans ce pays, il y a deux choses. Les Congolais, ils vous tirent toujours vers le bas, c'est notre spécialité. Je crois que même dans nos chansons, on le dit. Félix Choiset, quoi, l'a chanté. Ce sont richesse, des clichés quand même. Ce sont des stéréotypes comme ça qu'on colle aux Congolais. Ils sont pas comme ça. Vous êtes percutante, Élisée Odia, mais ils sont pas comme ça. Non, les Congolais, à un moment, ils sont fantastiques. Nous sommes fantastiques. Nous sommes pleins de génie et de générosité. Mais à un moment, face à certains enjeux, face à certaines réalités de nos vies, nous sommes extrêmement négatifs. Il y a deux choses, donc je disais, notre esprit négatif, parfois, je dis notre, parce que je ne suis pas là pour faire la leçon, et deuxièmement, le génie congolais, il existe. Il existe. Et vous l'avez trouvé le génie congolais existe. Je l'ai en face de moi. Je l'ai en face de moi ce soir. Chez vous, Élisée Odia, je l'ai chez ces médecins qui travaillent à l'étranger et qui sont des Congolais qui sont hyper performant parce que dans les bonnes conditions. Je l'ai trouvé aussi en Denis Kadima, qui est un expert électoral. C'est vrai que sa désignation a été tumultueuse. C'est vrai que des suspicions légitimes existaient. Mais maintenant, le train est en marche, il est là. On veut saper son travail en sortant des essais ratés de premier travail, n'est-ce pas, des machines, des photos des machines électorales. Qui seront noir et blanc, oui, voilà, il y a qui les réseaux sociaux qui sont vraiment des immondices à beaucoup d'égards. Il y a eu une campagne comme ça mais c'est notre pays qu'on sape de cette façon. Mais je pense que ça va maintenant, ça va aller. Moi, j'ai foi. Parce qu'on a parlé avec eux, nous le centre, on a vu, il y a un cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques, nous avons des représentants là-bas aussi, donc nous suivons ça de près, nous pensons qu'il est possible, malgré tout qu'il est possible, que les élections se tiennent conformément aux prévisions de la CENI. Et nous pensons qu'il faut les encourager parce que nous y avons tous intérêt, nous acteurs politiques en premier, mais je sais que la CENI a prévu, comme toujours, ça s'est toujours passé comme ça, toute une série d'écueils, de difficultés de tous ordres qui peuvent freiner ou retarder le processus. Oh, mais on parle d'abord de l'enrôlement. Est-ce que vous pensez qu'un mois, et un mois c'est largement suffisant pour enrôler près de 50 millions de Congolais, un mois par ère, donc 3 mois pour les 3 aires opérationnelles. Donc c'est suffisant, donc, parce que vous parlez en connaisseur. Moi, je ne suis pas... J'ai l'expérience, n'est-ce pas, des élections depuis 2006, sur le plan politique, mais je ne suis pas un expert en matière électorale. Le génie Kadima, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, il vous a dit quoi? Non, je crois au génie congolais, j'ai dit. Et ce génie, il est en lui, il est en vous, il est en moi, en chacun de nous. Il est en la maman qui vend du pain. Il est en chacun de nous. Il est chez nos douaniers, chez nos inspecteurs des finances, etc. Ici, je dis que nous pouvons faire confiance. Je ne suis pas sûr que le défi sera relevé, mais je pense que c'est possible en y mettant les moyens. Donc c'est le gouvernement qui doit
vraiment financer, et puis que tous les autres, le gouvernement, le Parlement, parce qu'il faut, La loi sur la répartition, la loi sur la répartition des sièges, etc. Donc chacun doit faire son travail, mais pour ce qui est du travail technique de l'enrôlement, il y a toujours des difficultés, mais je pense que le défi peut être relevé, parce que on l'a relevé dans ce pays, même si ça a pris un peu plus de temps, mais je pense que nous avons une équipe à la CENI, nous avons un secrétariat exécutif national, nous avons des sièges provinciaux de la CENI. Je pense que tout ce monde-là, avec l'expérience, et j'encourage la CENI à recourir à l'expérience de ceux qui ont travaillé là-bas pendant toutes ces années. Est-ce que ce processus est irréversible? Je pense que oui. Je pense que oui. Les Congolais ont vu en 2018 un régime partir, un dauphin perdre la présidentielle. Les Congolais ont vu une majorité être reconduite. Les Congolais ont compris qu'ils ont le pouvoir au moment des élections. La pression, s'il y a du retard, sera telle sur les institutions qu'il vaut mieux que les élections se tiennent dans les délais et puis quand même qu'on fasse preuve d'un peu de développement politique. On ne va pas tous les 5 ans avoir des élections repoussées, recalées. Mais même si ça devait arriver pour un petit temps, je pense qu'il ne faut pas brûler la maison. On peut trouver le moyen, n'est-ce pas, ensemble, de parer à toute éventualité. Est-ce que le consensus est possible encore? Est-ce qu'un consensus est encore possible? Je n'y crois pas beaucoup, vu le côté radical des revendications de l'opposition la plus virulente, le FCC, les Martin Fayoulou, etc. Et de l'autre côté, la détermination du pouvoir à laisser la CENI continuer son travail. Mais ce n'est pas impossible. Nous, au centre, nous avions proposé qu'on révise la loi sur la CENI et qu'on augmente le nombre de membres pour donner des places au FCC de Joseph Kabila, à Martin Fayoulou, à l'opposition telle qu'elle est réellement constituée dans notre pays, mais ça n'a pas été fait. C'était une solution pour qu'on aille de l'avant, parce que vous savez que la composition de la CENI est dénoncée et décriée par une partie de la classe politique. Justement, voilà pourquoi on parlait du contexte. Mais je ne crois pas. Je pense que ce n'est pas la première fois. En 2018, il y a eu une contestation de la légitimité de la CENI. C'est elle qui a organisé les élections avec les contestataires. Je pense que cette fois-ci aussi, on peut aller aux élections malgré ces contestations-là. L'essentiel étant que tout le monde participe et que le meilleur gagne. L'absence de consensus ne risque-t-elle pas de remettre en cause ou en question des élections apaisées? C'est toujours le même défi. Parce que nous, Congolais, c'est pour ça que je parle de sursaut patriotique. On devrait pouvoir, pour les élections, trouver le consensus. Mais on a été incapable de le faire. Vous avez un expert, Denis Kadima, mais qui est contesté par une partie de la classe politique. C'est ça la réalité de notre pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? L'essentiel pour nous, c'est de toujours plaider pour que la raison soit plus forte que l'émotion. C'est ce que nous faisons. Le centre, c'est la voix de la raison. Le centre, c'est la voix de la raison. Alors, le centre, qu'est-ce que pense le centre par rapport à la situation sécuritaire? On parle de l'EAC. On ne sait pas si ce sont les FRDC qui occupent Boudagana ou c'est l'EAC. Comment résoudre la situation sécuritaire dans la partie est du pays? Lors de notre dernière sortie médiatique, nous avons dit qu'il faut 1 milliard à consacrer à la défense nationale, à renforcer notre armée, logistique, formation, équipement, etc. Parce que l'axe premier de la solution, c'est le volet militaire. C'est clair, c'est notre armée qui va sécuriser notre territoire. Là, c'est à long terme. À court terme. Non, à court terme, vous savez que nous sommes dans un processus. Alors là aussi, je dis que sur le plan de la diplomatie, nous aimons juger parfois de loin, mais le président de la République dans un pays, il faut essayer de faire confiance aux options qu'il choisit. Nous avons la SADC, nous avons l'EAC, l'Afrique australe. Remis en question, en cause par beaucoup. Non, en soi, même l'Organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine ont été conçues pour que l'intégration africaine se fasse dans les différentes régions et sous-régions. Ce n'est pas une mauvaise chose. La communauté de l'Est, ce n'est pas une mauvaise chose. On a la CIRGL, la CEPGL,
voyez que ça n'a pas empêché qu'on continue à piller nos ressources à l'Est. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est normal dans un pays indépendant comme le nôtre qu'on ait une partie de notre territoire qui soit gérée par des forces étrangères? Temporairement, c'est tout à fait concevable. Ça ne vous dérange pas? Non, ça me dérange parce que ça aurait dû être notre armée qui soit en capacité totale de sécuriser le territoire. Là, notre armée, elle est méritante, elle est ce qu'elle est, elle a beaucoup de valeurs humaines et matérielles et autres, mais la réalité est qu'il y a une agression du Rwanda qui nous met en difficulté parce que nous voyons bien qu'il y a eu des difficultés qui se sont posées et que cette communauté de l'Est africain vient à notre secours. Je pense que il y a un idéal dans les relations internationales avec les intérêts, mais nos intérêts sont bien compris aussi dedans. Mais c'est vrai que ce n'est pas une situation à terme que l'on peut accepter. Mais vous savez qu'à la fin, il faudrait bien qu'on puisse négocier avec le M23. Non, tout est question de rapport de force. Ben, on n'aura pas à négocier. On n'aura pas à négocier dès lors que, même au-delà du processus de la communauté de l'Afrique de l'Est, avec ce que nous voyons comme réalité et comme avancée et difficulté, tant qu'en définitive les FARDC ne seront pas en mesure d'écraser le M23, donc les velléités... On sera obligé de négocier avec le M23? Bon, obligé, je ne sais pas ce que vous entendez par si là. on veut bien récupérer l'intégralité de notre territoire dans un laps de temps. Non, l'intégralité de notre territoire et son intégrité, c'est pas négociable. On négociera jamais ça. Mais on l'a pas. En tout cas, une partie ne nous appartient plus. Eh bien, on cherche par tous les moyens, militaires, diplomatiques, politiques, à préserver notre intégrité territoriale, à mettre fin à l'agression de Paul Kagame et du Rwanda. Malheureusement, c'est vrai que si on avait la force de frappe, c'est pas un secret de le dire, nécessaire, on se passerait de toutes ces réalités. C'est comme les grandes puissances militaires. Je pense que si aujourd'hui les États-Unis sont attaqués, le processus diplomatique et autres, je pense que ça viendra bien après la réplique militaire de l'armée américaine. Donc je pense que c'est des choses comme ça. Mais il faut être dans la réalité et ne pas considérer, comme je l'ai toujours dit, le président Kabila s'est consacré à la défense de notre intégrité territoriale. N'importe qui est président de la République, évidemment le débat, la polémique, mais a ce souci de se consacrer à l'intégrité, parce qu'il n'a pas intérêt au contraire. Et puisque vous parliez au début de cette émission de sursaut patriotique... Et donc c'est le cas pour Félix Tshisekedi. Voilà, le sursaut patriotique, on peut se rendre compte que, en tout cas les Congolais, dans leur majorité, dans leur ensemble, sont derrière les FARDC. Ils restent convaincus que les FARDC peuvent arriver à bout quand même, à mettre un terme à cette guerre d'agression dans la partie est du pays. On va très bientôt terminer avec cette dernière question. Pour vous, Yves Kisombe, le centre, qui sera votre candidat président? Nous avons vocation à être présents à tous les niveaux. Nous avons des présidentiables en termes de qualité intellectuelle, humaine, présidentiable, mais pas d'ancrage. Non, je dis qu'en termes de capacité intellectuelle, d'expérience politique, l'ancrage, je pense que nous avons des acteurs politiques connus sur l'ensemble du territoire national, comme Germain Kambiga, comme moi-même. D'un ancrage provincial. Non, vous savez, l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? L'ancrage, c'est pas de manière archaïque. L'ancrage, aujourd'hui, c'est depuis un certain temps, c'est les technologies de communication modernes, etc. Vous pouvez avoir de l'ancrage sans vous être rendu physiquement, par vos idées, par votre combat. Vous savez bien qu'il n'y a personne qui peut aller comme ça dans tous les coins de la République. Ce pays est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que nous en avons les qualités, mais pour 2023, nous pensons que nous n'avons pas la capacité de rassemblement nécessaire pour vaincre, pour gagner cette élection et vaincre tous nos adversaires. Donc, nous aurons un candidat. Par principe, il peut être issu du centre ou en dehors du centre. Mais nous pensons qu'à la croisée des chemins, Élisée Odia, notre pays a besoin pour 2023, alors que les défis contre la balkanisation, alors que l'augmentation du niveau de vie de nos compatriotes, c'est des choses importantes. Nous pensons que les Congolais devraient confier, 5 ans après l'alternance donnée
réussi par Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, même s'il y a eu des ratés dans le concret par la suite, je pense que seul un candidat qui a l'expérience présidentielle peut valablement, à mon sens, être soutenu. Je ne nie pas la qualité des autres et leur génie, leur dynamisme, mais je pense qu'il serait prudent pour les Congolais de confier leur destin en 2023 à quelqu'un qui a déjà été président de la République. Vous pensez à qui? Je pense que nous n'en avons que 2 jusque-là. Je ne sais pas si les 2 seront candidats. Donc vous êtes de ceux qui pensent que Kabila doit revenir? Non, je n'ai pas dit ça. Pour compétir. C'est lui qui Il y a verra. que deux. Non, je mais dis vous que, êtes de ceux qui pensent que Kabila peut revenir pour compétir. Odia, vous êtes On une va sacrée terminer, journaliste. non? Ce que je dis, c'est que je pense que les Congolais doivent élire en 2023 quelqu'un qui a déjà été président de la République. Parce qu'il est important pour cette période de 2023 à 2028 que nous prenions le cap. Et nous ne pouvons pas nous passer de l'expérience présidentielle pour cette mandature-là. Je le sais, je parle des 20 ans d'expérience politique que j'ai. Et je suis certain que le Centre, qui tiendra sa convention, son congrès dans quelques mois, choisira un candidat qui aura pu répondre à cette exigence patriotique, nationale, majeure pour nous. Voilà pourquoi nous reculons même dans notre ambition, parce que nous avons aussi l'ambition d'être candidat président de la République, nous au Centre, mais nous pensons que pour 2023, un candidat qui a l'expérience présidentielle est nécessaire pour le sursaut patriotique dans ce pays. Merci beaucoup Yves Kisombe d'avoir répondu à notre invitation. Merci Élisée Odia. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission de cette deuxième session de votre émission. Voilà, dites-nous la vérité. Je remercie toute l'équipe technique. On se dit au revoir à très bientôt pour un nouveau numéro. Surtout, prenez soin de vous.